2019-2025, changement de direction à la tête du parc amazonien de Guyane. L'actuel directeur Pascal Vardon est sur le départ après presque 6 ans d'activité sur le territoire. L'occasion pour nous ce matin de revenir sur le bilan de ce qui a été fait. À quoi sert aujourd'hui le parc amazonien et vers où va-t-il? Lui qui va bientôt souffler, ce sera le mois prochain, c'est 18 bougies. Depuis 2007, le parc s'est construit une place d'acteur public central dans beaucoup de dossiers qui concernent son périmètre d'activité. Lutte contre l'orpaillage illégal, développement durable, amélioration des connaissances scientifiques ou encore la préservation des savoir-faire traditionnels. Pascal Vardon, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation à l'occasion de mon départ. Et merci de l'avoir accepté, Pascal Vardon. Quelques jours en effet avant votre départ de Guyane. C'est quoi votre état d'esprit quand vous regardez ce qui a été fait depuis 2019, les choses qui ont avancé, celles qui bégayent aussi encore, il y a des dossiers qui n'avancent pas ou en tout cas qui n'avancent pas assez vite. Est-ce que vous quittez la Guyane, Pascal Vardon, avec l'impression que le travail a été fait ? Certainement, le travail a été fait. Vous savez, quand on part, on se dit « Oh, il en reste beaucoup à faire », c'est un peu normal et les sujets se renouvellent. Mais quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur sur ce qui a été fait depuis 6 ans, oui, je peux être quand même assez fier de beaucoup de choses qui ont débouché sur des réalisations visibles. Quand je dis des réalisations visibles, c'est à titre collectif, parce que très souvent, le parc n'est pas seul. Nous avons plein de partenaires et nous avons noué des nouveaux partenariats avec des belles réalisations, un peu dans les domaines que vous avez cités. Bien sûr, la nature exceptionnelle de ce territoire, et de très beaux projets ont été menés pour améliorer la connaissance de la biodiversité en Guyane. Je pense en particulier à des atlas de biodiversité communale à Saül, à Papaïcheton, des belles opérations sur des sites inexplorés, où finalement sur des zones blanches de connaissances scientifiques, on a récolté des données sur la flore, sur la faune, les amphibiens, les chiroptères, donc les chauves-souris, les oiseaux, je vais pas faire la liste parce que c'est tellement foisonnant que c'est juste impressionnant. Et puis dans d'autres domaines également, dans les domaines qui touchent au patrimoine culturel, il y a eu de très beaux événements, de très beaux échanges, de belles réalisations. Alors dans le domaine un peu événementiel, mais aussi dans le domaine de la transmission entre les générations, donc des actions dans les écoles, des ateliers de transmission sous le Tukushipan, dans les villages amérindiens. Et c'est un travail de fond. Alors, quand est-ce que ça prend du temps ? Ça prend du temps. Quand est-ce que ça portera ses fruits ? Quand on pourra mesurer que des jeunes Amérindiens, des jeunes Aloukou, pour ce qui concerne le parc, se sont bien appropriés des patrimoines qui viennent de leurs anciens, sans être déconnectés de la modernité, puisqu'on est un peu sur cette équation entre la tradition et la modernité. Et puis sur le troisième axe, qui est celui du développement local durable. Quand je suis arrivé, on s'est posé beaucoup de questions sur ce qui serait pertinent de faire. Et là, on a travaillé quand même sur des innovations, je dirais. Je voudrais citer la mise en place par le parc d'une coopérative d'activité et d'emploi, qui est un outil permettant à des jeunes qui voudraient se lancer dans une activité économique de mettre le pied à l'étrier sans avoir à gérer la partie administrative de l'entrepreneur, qui est toujours un peu difficile. Et donc là, on a été aidé par les services de l'État, maintenant par l'Agence française de développement, pour que ça puisse fonctionner. Ça commence à porter ses fruits. Une deuxième réalisation qu'on pourrait citer, c'est l'appui aux communes pour compléter leurs équipements communaux. Et cet appui s'est fait sous forme d'un soutien à l'ingénierie pour monter des dossiers. Ça s'est fait en lien avec la préfecture également, et ça concerne un peu des réalisations communales de tout genre, mais qui sont essentielles pour la vie locale. On reviendra évidemment point par point sur ce que vous avez commencé à développer, Pascal Vardon. Vous me disiez juste avant d'entrer en studio que le parc amazonien était une grosse boutique à faire tourner. C'est difficile au quotidien d'arriver à coordonner un petit peu tous les agents, tous les acteurs qui travaillent avec vous. Alors c'est difficile, je sais pas, mais en tout cas il faut absolument être toujours sur le pont, si je puis dire. C'est un peu moins d'une centaine de personnes, c'est ça à peu près 90. On est 90, entre 90 et 100 agents, mais répartis sur de nombreux sites. Et nous avons 8 sites.
Le siège est à Rémire, mais l'essentiel des agents qui travaillent sur le terrain avec les communes, les habitants, les associations, eh bien, ils sont répartis sur des sites multiples, sur le Maroni, avec plusieurs implantations, à Maripasoula et Papaïcheton, à Saül, et sur l'Oyapock, sur Camopi et Trois-Sauts. Ouais. Donc on a des équipes dispersées. Et il faut qu'on communique, il faut évidemment pour monter nos actions que l'on envisage et qu'on prévoit très à l'avance la logistique. On va sur les fleuves, on va en forêt, il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux d'approvisionnement, et donc la question du transport, des allées et venues des agents et de nos partenaires associés à nos actions, c'est un vrai sujet, hein. Donc le transport aérien, le transport fluvial, on sort d'une année de sécheresse où la circulation sur les fleuves était très difficile sur les hauts bassins, presque empêchée, je dirais, ouais. Et donc forcément ça perturbe l'organisation des actions. Je crois qu'on est également un très bon client du transport aérien intérieur, compte tenu de nos allées et venues dans les deux sens, hein. On a aussi des agents qui viennent au siège. Et donc tout ça, ça crée une boutique qu'il faut faire tourner avec beaucoup d'anticipation. Je voudrais saluer d'ailleurs tous mes collègues du parc qui tous les jours sont dans ce souci d'organiser, de prévoir, parfois d'annuler, de trouver des solutions, des plans B évidemment. Ouais, c'est une préoccupation permanente. Vous êtes un parc finalement assez jeune, je le disais, bientôt 18 ans d'existence. Est-ce que peu à peu, aujourd'hui, le parc amazonien de Guyane est devenu un acteur clairement identifié, identifiable? Et là, je pense notamment évidemment aux populations de l'intérieur. Est-ce que, d'après ce que vos agents peuvent vous remonter, ils sont suffisamment connus maintenant finalement des personnes qui habitent à Maripasoula, Camopi et toutes les autres communes? Alors quand je suis arrivé en février 2019, il y avait un exercice qui était en cours déjà, dont j'ai vu la fin, qui consistait à faire une évaluation intermédiaire de la charte du parc. La charte du parc, c'est un document qui définit nos actions, c'est notre référentiel, les sujets sur lesquels on est légitime à intervenir. Et l'évaluation à mi-parcours, puisque notre charte est de 2013, donc 6 ans après 2019, elle était évaluée à mi-parcours. Et une des observations qui nous a été faite, c'est que les habitants du sud de la Guyane ne connaissent pas vraiment l'action du parc. Oui. Ce à quoi vous servez concrètement. Voilà, donc ça m'a un peu interpellé, puisque on faisait beaucoup de choses, mais ça se voyait pas forcément. Il y avait des réalisations visibles et des réalisations dans le domaine plutôt de formation, de sensibilisation. Donc on est dans l'humain, ça se voit moins palpable. Ça peut s'oublier aussi. Alors, ce que nous avons souhaité faire, c'est réorienter un petit peu notre communication, qui dans les années précédentes, cette période, était un peu orientée vers la Guyane, parce que le parc était plus jeune, il s'installait, il fallait le faire connaître, vis-à-vis de la métropole également, puisque c'est quand même, disons, un acteur important qui représente quelque part la nature de Guyane, un grand parc national, le plus grand de France et de l'espace européen, mais on avait un peu négligé la communication et l'explication de ce que l'on fait vis-à-vis des habitants. Donc on a mis un peu l'accent là-dessus. Ça nous a amené à utiliser des outils un peu différents. Je voudrais quand même rappeler que la langue française n'est pas une langue partagée complètement par tout le monde. Tout le monde n'a pas la même aisance, puisqu'il y a beaucoup de langues régionales, locales, Wayana, Teko, Wayampi, Aluku, et il fallait trouver des moyens de communiquer qui soient efficaces. Et par exemple, on a multiplié des petites vidéos. On a beaucoup utilisé l'image, des vidéos courtes pour témoigner d'un événement, d'une action. Et évidemment, les images parlent toutes seules, même si le texte en français ou la parole des acteurs des vidéos peut rester en français. Sur certaines réalisations, tout à l'heure je parlais de l'atlas de biodiversité communale de Papaïcheton par exemple. Ouais. On a fait un petit dépliant sur les poissons du Lawa, les poissons du fleuve Maroni, que là-bas on appelle le Lawa. Eh bien, les noms des poissons sont en aloukou. Et les enfants, quand ils voient ces dessins de poissons, bah oui, ils mettent des noms aloukou. Et quelque part, on a fait le lien entre la restitution de la connaissance scientifique, mais aussi
la valorisation de la langue régionale qui fait partie du patrimoine culturel. Alors il y a les liens évidemment avec les populations de l'intérieur, il y a aussi les liens de manière plus générale avec la Guyane, avec un grand G. On le rappelle quand même, hein, le territoire du parc, c'est à peu près 40% de la Guyane, c'est quand même considérable. Oui. Et vous savez bien que le parc est parfois vu comme la résurgence, on va dire, du territoire de Lénini. Il y a une histoire qui est parfois un petit peu complexe à appréhender. Est-ce que vous avez l'impression, depuis votre arrivée en 2019, qu'il y a eu, Pascal Vardon, des évolutions à ce niveau-là, dans le regard de la population, que la population guyanaise porte sur vos activités et sur le parc amazonien? Alors, il y a eu des évolutions. Je suis pas en capacité de mesurer comment elles sont perçues par la population, mais oui. Il est vrai que nous avons pris le soin de faire certains réglages pour repositionner le parc à la place où il mérite d'être, hein, c'est-à-dire un outil pour le territoire, mais pas un outil qui vient empiéter sur le travail des autres. Et notamment, on a pris le soin de ne pas faire à la place. Les communes ont des prérogatives, donc elles font leur programme. Maintenant, il y a des compétences qui sont transférées. Par exemple, la gestion des déchets, c'est quelque chose qui nous intéresse parce que les déchets dans la nature, évidemment, ça détruit, ça altère l'environnement. Mais c'est pas à nous de prendre en charge l'organisation d'un système de déchets. Il faut laisser chacun faire ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, c'est une compétence des communautés de communes. Donc, on a travaillé avec les communautés de communes, on a travaillé avec les communes, on s'est plutôt repositionné comme partenaire. Et entre la fonction de pilote ou d'accompagnateur, toutes les nuances sont possibles et ça s'est fait dans la discussion avec les partenaires. Ça s'est fait aussi avec les services de l'État, avec aussi la CTG, avec le monde associatif. À chaque fois, bien regarder comment le parc se positionne pour faire ce qu'il a à faire sans en faire trop, mais malgré tout, en apportant ce qu'il peut apporter. Alors, je suis retombé sur une interview que vous aviez donnée, Pascal Vardon, quand vous êtes arrivé en Guyane. Mes ambitions, je vous cite, mes ambitions sont de renforcer la contribution du parc à la lutte contre l'orpaillage illégal et de trouver l'équilibre entre préservation des milieux naturels et perspective de développement des communautés locales, y compris pour les jeunes. Sur ce deuxième point, on y reviendra dans quelques minutes. On va déjà s'arrêter sur la première partie, sur la question de l'orpaillage illégal. Chaque année, le parc fait un bilan du nombre de sites actifs sur le territoire. Est-ce que déjà vous avez les derniers chiffres? En tout cas, j'assume ce que j'ai dit en 2019. Je me doute bien. Alors, sur l'orpaillage illégal, tout le monde connaît la situation. Vous savez que le parc amazonien a continué, et d'ailleurs ça a duré depuis 2008, à faire des comptages de sites actifs tous les 6 mois. On a une campagne, en 5 jours, on fait le tour de tous les sites, tous les secteurs exploités. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui est à peu près comparable à celle de 2019. Sauf sur certains secteurs qui ont été consolidés. On peut citer l'exemple de Saül. Aujourd'hui, autour de Saül, on a 20 km de rayon sans aucun chantier d'orpaillage illégal. Et ça permet l'activité d'écotourisme. Ouais. Et donc, comment on explique d'ailleurs ce succès-là à Saül ? À Saül, il y a une grosse opération avec l'appui de la Légion étrangère, c'est une opération LCOI sous le contrôle du procureur. Ça avait duré quelques mois dans les années 2008. J'étais pas là, mais je crois que c'est de cette période-là. Donc il y a eu une grosse opération qui a permis, de supprimer les chantiers illégaux. Oui. Et derrière, ça s'est pas arrêté là, c'est-à-dire que tous les ans, il y a des petites opérations. Dès qu'on a un signal que on a vu passer un garimperos où on trouve des traces. Il y a des opérations qui sont déclenchées avec la petite équipe que nous avons à Saül, on n'est pas très nombreux, les gendarmes. Et dès qu'on a un signalement, on y va. On trouve ou on trouve pas, mais en tout cas, c'est une stratégie de harcèlement. C'est ce qui actuellement est mis en œuvre par le préfet, le dispositif Harpie, sur le secteur de Camopi. C'est-à-dire on essaye de développer une stratégie de reconquête territoriale, alors que le phénomène global de l'orpaillage illégal est difficile à éradiquer totalement. Ouais. Alors c'est peut-être une question de temps, mais il y a l'effet frontière qui est très important, puisque les garimperos se réapprovisionnent à partir des frontières. L'exemple du Maroni est éloquent. On a plein de comptoirs sur la berge surinamaise du Maroni. À partir de ces comptoirs,
des pirogues partent souvent la nuit pour réapprovisionner les chantiers qu'on a cassés. Donc, il y a toute une chaîne logistique, évidemment, qui là, pour le coup, n'est pas guyanaise, mais internationale. Il ne faut pas considérer que ça sert à rien, parce que la pression est maintenue. La pression est maintenue. On a fait une étude à partir de photos satellites sur l'évolution du territoire du bassin versant du Maroni. Donc le bassin versant, c'est l'espace où tous les cours d'eau vont vers le Maroni. Hein. Donc c'est une grande partie du territoire. En regardant ce qui se passe en France et ce qui se passe au Suriname. La partie du Suriname est vraiment dévastée par l'orpaillage illégal. On a des chiffres en tête, c'est que depuis le moment où on peut mesurer, on a 4 fois plus de surface déforestée ou de linéaires de cours d'eau pollués côté Suriname que côté français. Donc la pression côté français, le dispositif Harpie a bien un effet pour contenir le phénomène, mais on aimerait aller beaucoup plus loin, évidemment, c'est-à-dire reconquérir partout, avoir une éradication qui puisse se généraliser. Sur ça, je le verrai pas, mais je vais le suivre de loin, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je me doute bien sur ce point, Pascal Vardon, votre avis de l'intérieur, entre guillemets, puisque le parc, on le rappelle, fait partie des acteurs engagés dans la lutte contre l'orpaillage illégal. C'est un sujet sensible. Donc, je me doute bien que vous n'allez pas ce matin tout nous dire, évidemment, mais sur la stratégie, le bilan et les perspectives un petit peu à venir, là, dans les années qui viennent, est-ce que vous êtes optimiste ou bien il y a une forme de fatalisme un petit peu sur le fait de dire que l'orpaillage existe et votre successeur, finalement, dans quelques années, quand il partira lui aussi, nous dira à peu près la même chose. L'évolution n'a pas beaucoup changé. On maintient, on contient les choses, mais ça ne réduit pas. Alors moi, je suis plutôt dans une perspective de poursuivre cette stratégie de reconquête par petits morceaux. Petit à petit. Parce que derrière, il y a des gros enjeux pour que les habitants, la population, puissent retrouver des conditions de vie locales qui soient satisfaisantes, c'est-à-dire aller à la chasse, à la pêche, pratiquer l'abattis, être serein sur un territoire. C'est ce qu'attendent les communautés amérindiennes Téko, Wayampi, mais on va pas s'arrêter là. Quand on aura fait un secteur où on aura pu concentrer des moyens, il faudra proposer un autre secteur. Éviter aussi que le phénomène de l'orpaillage illégal se propage, parce que dans les 2 dernières années, on a vu se développer par exemple des chantiers illégaux à l'amont de Pidima, sur le très haut bassin du Maroni, sur ce territoire que les Surinamais désignent comme contesté, mais qui fait partie du parc. Donc non, ne pas laisser s'installer les chantiers sur des nouveaux secteurs et continuer la lutte. Alors j'ai pas la boule de cristal, mon successeur il mettra en œuvre tous les moyens qui seront à sa disposition dans le cadre des partenariats avec les gendarmes, les militaires, la police aux frontières, les douaniers, tous les services qui sont autour de ce dispositif-là. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que de notre côté, on a cherché à recruter des jeunes issus du territoire pour renouveler notre brigade nature, avoir des nouvelles personnes qui interviennent, mais qui soient impliquées, je dirais, en tant qu'habitants, habitants agents du parc. On a des très belles expériences sur le Haut-Maroni et sur Camopi, avec des jeunes qui n'avaient pas forcément tous les diplômes au départ, mais qui ont été formés. On les a envoyés à l'Office français de la biodiversité pour être formés. Ils sont revenus, ils ont réussi les examens et ils reviennent avec la qualification d'inspecteur de l'environnement pour participer à la lutte contre l'orpaillage illégal. Pascal Vardon, vous connaissez certainement cette étude du géographe Mathieu Nouchet sur la cartographie des observations de l'orpaillage. La conclusion de cette étude, c'est qu'il faut sortir de l'opacité de la lutte contre l'orpaillage illégal pour que la population soit vraiment au courant de ce qui se passe, de ce qui est fait en forêt et de comment évolue, on va dire, l'activité. Parce que là, pour être clair, à part vous et le WWF, nous n'avons aucun chiffre clair, officiel et précis sur la situation actuelle. Comment est-ce que vous positionnez, vous, en tant que directeur du parc amazonien, Pascal Vardon, sur ce sujet-là, la communication des chiffres pour que la population guyanaise soit précisément au courant de ce qui se passe? Alors, bon, on a bien suivi cette étude concernant les indicateurs des effets de l'orpaillage illégal. C'est quelque chose qui relève disons de la compétence préfectorale. Donc, je pense que ça va évoluer. Quand ce sera prêt, il y aura, disons, les moyens de communiquer de façon plus fine et objective, parce que communiquer sur l'orpaillage illégal, on peut le faire de différentes façons.
la gendarmerie va faire un bilan des matériels qui ont été détruits, de la quantité de carburant qui a été saisie. Ce que Mathieu Nouchet appelle une pure communication de victoire, qui n'est pas là pour renseigner, mais uniquement pour faire passer le message que l'État est présent. Ça donne un indicateur sur l'intensité des moyens qui sont mis en œuvre et les résultats un peu matériels. Nous, au parc amazonien, ce qu'on regarde, c'est les effets sur le territoire, sur la nature. Donc, on a d'autres indicateurs. On a des indicateurs qui sont le nombre de chantiers. On fait une carte, on voit où ils sont. Et on aimerait que ce soit plus fin pour voir comment ça évolue. On a vu qu'il y avait une bascule entre la partie est et la partie ouest dans les années 2010-2012. Bon, ok, c'est intéressant. Maintenant, ce qu'on regarde aussi, c'est la longueur des cours d'eau impactés. Parce que voilà, on parle des cours d'eau, on parle de la qualité de l'eau, on parle de l'imprégnation mercurielle des poissons qui vivent dans ces rivières-là. Et ça, c'est un indicateur très réaliste pour la population, parce que ça traduit la couleur de l'eau aussi, que l'eau qui passe devant les carbets le long des cours d'eau. Et puis, donc ne pas se contenter de dire tant de chantiers actifs à telle date. Donc nous, on contribue à un dispositif plus vaste dont je peux pas parler aujourd'hui, parce que je ne sais pas quand est-ce que ce sera complètement au point pour communiquer. Ça relève donc de la compétence du préfet. Mais c'est vrai, c'est important. C'est pour ça que nous, on a toujours continué à faire nos relevés tous les 6 mois. Et les résultats sont transmis à nos administrateurs, nos membres du conseil d'administration, parce que ils estiment qu'ils ont besoin de savoir comment évolue le phénomène. Alors, à cette occasion-là, eh bien, il y a des chiffres qui sortent, et je crois que c'est important, oui, effectivement, pour également l'information de la population. Alors, il y a évidemment la question de la lutte guyano-guyanaise, il y a aussi et surtout les connexions avec nos voisins Suriname et Brésil. Je prends l'exemple du Brésil, juste à côté du parc amazonien, il y a le parc national des montagnes du Tumucumac, le plus grand parc national du Brésil, encore plus grand que le parc amazonien, mais qui a des moyens nettement inférieurs à ceux de la Guyane. De quel œil est-ce que vous regardez ça, Pascal Vardon, le fait que vous soyez un peu une sorte d'enclave entre le Suriname et le Brésil, avec les moyens qu'on leur connaît? Alors, de toute façon, il est clair que les sujets que l'on connaît dans le sud de la Guyane sont liés au voisinage avec les pays voisins, Suriname à l'ouest et puis le Brésil à l'est. Ça fait longtemps qu'on voulait entamer une coopération avec le Brésil et le parc des Tumucumac. L'accélérateur a été donné suite à la visite du président Emmanuel Macron en mars dernier, puisque ça a permis, quand il est allé ensuite au Brésil, de signer un accord, une lettre d'intention. Et en même temps, le Brésil a réorganisé l'équipe du parc des Tumucumac. Et donc, il a un peu augmenté le nombre des agents, même s'il reste moins. Il est très faible. Hein. Il était très très faible, il est maintenant encore faible. Mais il y a des jeunes formés, avec des compétences naturalistes, qui sont dans l'équipe. Et depuis mars 2024, eh bien, on a multiplié les rencontres. Parce que on a bien le sentiment qu'il fallait prendre langue avec les Brésiliens pour traiter des sujets liés à la connaissance scientifique, mais liés aussi finalement à des questions un petit peu d'usage des ressources naturelles par les populations. On a, nous, un parc qui est habité. Le parc des Tumucumac n'a officiellement pas d'habitants, même s'il y a des anomalies sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Mais enfin bon, il y a des paradoxes, mais on n'a fait pas forcément les mêmes points de vue. Donc là, aujourd'hui, vraiment, on se parle. On est en train de bâtir ensemble un programme de coopération. On espère qu'il va être prêt pour pouvoir communiquer dessus à l'occasion de la COP30 à Belém. Ce serait une belle chose. Et puis, vous avez déjà les pistes, on va dire, de cette coopération? On a des actions scientifiques à faire en commun. Les tortues d'eau douce de l'Oyapock, la grande faune, les poissons, l'inventaire des grands arbres. Un autre axe qui serait de proposer au parc des Tumucumac d'équiper un site tel que celui que l'on a sur la montagne Itoupé. La montagne Itoupé, c'est un mont qui domine à 830 mètres d'altitude. On a des équipements pour mesurer la température de l'air et du sol, l'humidité de l'air et du sol. Alors ça nous intéresse parce que c'est ce qu'on appelle une forêt de nuages. Une forêt de nuages, c'est une forêt donc un petit peu d'altitude qui est baignée en permanence par l'humidité, par les nuages. Donc vous imaginez bien que l'on a une faune adaptée à ce type de milieu-là, et c'est le cas. On y va une fois par an,
Et on fait des inventaires, notamment sur les amphibiens. Et ça nous intéresse parce que c'est le type de milieu naturel qui risque d'être impacté par le changement climatique. Voilà. Et là, donc le rapport entre ça et le Brésil? Eh bien, c'est qu'au Brésil, dans le cadre de la coopération, Oui. on aimerait qu'un site très sensible au changement climatique puisse être identifié et suivi dans le temps, et que nous partagions nos données. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas une coopération qui dure 1 an ou 2, mais quelque chose qui puisse durer dans le temps et qui puisse être affiché comme, disons, un sujet qui fait le lien entre la biodiversité, mais aussi les menaces liées au changement climatique qui touchent la biodiversité. Alors, ça fait donc le lien avec le changement climatique. L'année 2025, et ce sera un chantier pour mon successeur, mais aussi pour l'équipe avant l'arrivée de mon successeur, c'est de réfléchir à un premier plan d'adaptation au changement climatique pour le sud de la Guyane. Vous avez peut-être eu l'occasion donc de développer le sujet du changement climatique. On en parle beaucoup sur le littoral. C'est vrai que c'est sur le littoral qu'il y a la plus grande partie de la population de Guyane, et il y a des menaces qui sont liées à la submersion marine, à l'élévation du niveau de la mer. Oui, donc là vous faites référence à les inondations, ouais. Donc ce type de risque naturel. Exactement. Donc ce type de risque naturel pour le sud de la Guyane, ça va peut-être se manifester autrement. On a vu qu'on a eu 2 années de sécheresse, 2023-2024. Les populations ont eu les pires difficultés pour s'approvisionner, donc il y a une question d'alimentation, pour circuler. Il n'y avait pas d'eau dans les rivières pour faire passer les pirogues. Et derrière ça, eh bien, comment on peut plus s'approvisionner? Il n'y a pas de carburant qui remonte. Il y avait des problèmes d'eau potable. Alors, il ne s'agit pas de dresser un tableau noir du futur climatique, mais malgré tout, avoir des choses en tête pour peut-être s'adapter, prévoir, anticiper. Et c'est la démarche qui aura lieu en 2025. Mais concrètement, quelles pourraient être les réflexions, on va dire, du parc amazonien de Guyane sur tous ces points-là, sur la sécheresse, sur les pénuries en eau potable, sur la crise du manioc aussi, qui est un des gros sujets, on va dire, qui handicape le quotidien des habitants? Ben là, on jouera notre rôle d'animation avec les partenaires institutionnels, le monde de la recherche, mais aussi la population qui mérite de témoigner aussi de la façon dont elle ressent déjà aujourd'hui ces pressions. On ne parle pas de 2050 ou 2100, là on parle de l'année 2023-2024. Donc les gens ont en tête des difficultés, et je crois qu'il faut travailler sur ces difficultés pour essayer de les réduire et de s'inscrire dans une meilleure capacité à affronter peut-être de nouvelles sécheresses. Il y a un sujet qui nous préoccupe, c'est que à l'occasion de ces années de sécheresse, on a vu que la saison sèche dure plus longtemps. Et donc ça peut avoir un impact sur le cycle des cultures, mais aussi sur peut-être la question des feux, en lisière des abattis ou en lisière des zones défrichées. Et voilà, c'est des préoccupations qu'il vaut mieux évoquer à l'avance, parce que aujourd'hui on ne peut pas en dire grand-chose. Donc il y a le souci d'essayer d'être plus précis dans la description des risques, mais même si c'est pas très précis, on peut déjà réfléchir à quelques sujets. La question de l'alimentation et de l'eau potable sont essentielles. Scientifiquement parlant, Pascal Vardon, on l'a dit et on le répète, la connaissance scientifique, l'amélioration des connaissances scientifiques, c'est une des activités aussi principales du parc. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui, en 2025, scientifiquement parlant, mieux le territoire guyanais qu'en 2019, mais pas forcément 2019, on pourrait aussi étendre à 2007 quand le parc a été créé? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, deux éléments de réponse. D'abord, on a utilisé des outils, des projets financés par l'Office français de la biodiversité, qu'on appelle des atlas de biodiversité communale. Il y en a eu dans d'autres communes, je sais qu'il y en a eu un, par exemple, à Rémière-Montjoly. Nous, on en a fait un à Saül, on en a porté un à Saül avec la mairie, et on en a porté un à Papaïcheton, également en partenariat avec la mairie. Alors, ça a été des occasions de faire des grands inventaires de connaissances scientifiques sur des secteurs mal connus, des zones blanches de connaissances scientifiques, des opérations vraiment d'ampleur. Donc d'envoyer des scientifiques sur place pour recueillir finalement des informations. Voir ce qu'on trouve en matière de grenouilles, en matière de serpents, en matière d'oiseaux, en matière de flore. Et vraiment là, ça a été une augmentation du nombre de données considérable. Et ce n'est pas été que ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des restitutions à la population
à la jeunesse. Il y a eu une participation. Les communes ont vraiment bien joué le jeu avec nous et il y a eu un ressenti quand même de satisfaction de la population. Et le deuxième axe, c'est de continuer de programmer des opérations dans des sites inexplorés. Donc ça, on le fait depuis des années, et chaque année, on augmente la base de données avec les données scientifiques. Donc, je vous donnerai pas les chiffres, mais ils sont considérables. Et en fait, on sait qu'il y a encore beaucoup de données à acquérir et des découvertes à faire, des données, des nouveautés pour la science, pour la Guyane. Enfin, ouais. Pascal Vardon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc bientôt ex-directeur du parc amazonien de Guyane. D'ailleurs, votre successeur, le nom du successeur, on l'a ou pas encore? Non, pas encore. Je voudrais juste dire que mon expérience professionnelle ici en Guyane, ça a été la plus belle expérience de toute ma carrière. Le parc amazonien est vraiment un projet passionnant et qui permet de s'intéresser bien sûr à la nature, mais aussi aux populations, donc au côté humain, aux cultures. Et puis la question du développement local qui peut prendre plein de formes différentes. Et vraiment, ça a été passionnant de travailler en Guyane, dans ce beau territoire, avec l'équipe du parc et avec tous les partenaires et les habitants du sud de la Guyane. Et à ce titre-là, voilà, je remercie tout le monde. Et je pars forcément avec un peu de regret personnel. Mais voilà, la vie continue. J'irai sous d'autres cieux.